Aujourd'hui, moi, la dictée, c'est quelque chose que je fais naturellement, ça rassemble tout le monde. Et en même temps, t'as Rachid qui fait la dictée. Et c'est cool. Donc, je trouve qu'il y a un côté, ça rassemble les gens, tu t'éclates. Et les gens, en fait, ne te voient même pas comme un étranger. On te voit comme Monsieur Dictée et tu nous rassembles autour de la langue française. Salut, nouvel épisode des Vrais. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un grand frère, un vrai de vrai, l'un des premiers à avoir cru en moi. Vous le connaissez sans doute comme le Monsieur Dicté aujourd'hui. Il en a organisé des centaines partout en France, dans le monde et même dans l'espace. C'est un romancier, un scénariste, un entrepreneur, un homme aux 1000 vies. Je ne sais pas si on va avoir le temps de toutes les raconter, mais on va faire au mieux. Rachid Santaki, bienvenue parmi les Vrais. Merci Redouane, merci. Bah, toi aussi, hein, t'as toujours été disponible, t'as jamais changé. Ça fait plaisir de pouvoir échanger aujourd'hui. Un vrai gars, un vrai gars. Toi Merci aussi, d'être rendu merci. disponible. Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre ? Oui, tu t'écrivais, c'était à l'époque, tu écrivais en langage soutenu, des trucs un peu pas de la rue, mais tu vois, tu avais ce côté décalage. Tu te souviens ou pas? Je me T'avais une souviens très belle très bien, écriture. Voilà, de je me souviens l'article, très bien. la fiction qui t'avait fait, Voilà, qui t'avait exactement. marqué. Qui C'était une jouait fiction déjà. sur le ton à la catalane. Et ça t'avait marqué. J'avais Exactement. 18 ans et tu m'as donné ma chance. À l'époque, je traînais vachement à Saint-Denis. Toi, t'avais des bureaux à Saint-Denis. T'étais pas plus jeune? Moi, je te voyais moins de 18 ans, même, hein, j'ai un doute. Hein. 17-18 Ouais, ans, je dirais. 17 ans, moi, je dirais. Année de terminale, en tout Ouais, cas, sûr. incroyable. J'étais à Saint-Denis et tu m'avais dit, bah vas-y, passe à l'occasion. Et c'est le début de notre histoire commune. Ça Ouais, fait maintenant plus de 15 ans qu'on se connaît. ouais. Moi, je t'ai rencontré à l'époque, tu étais un homme de médias. Oui, Tu j'avais dirigeais un magazine le hip-hop gratuit, ouais, le 5 styles, qui s'appelait effectivement. 5 styles, qu'on Ouais, appelait Five Style ouais, aussi exactement. pour les plus américains d'entre nous. Purée. C'est horrible. Mais avant le magazine gratuit, Oui. euh, tu as eu une expérience média complètement dingue et j'aimerais qu'on en parle avant de parler du reste. C'est le site hiphop.fr. Ouais, hiphop.fr. Ouais, c'est une idée d'un. Je veux dire un ami, non, parce qu'on n'est plus amis, mais à l'époque, c'est un ami qui s'appelle Hicham Ofri qui se rend compte que les noms de domaine hiphop.fr, rap.fr sont disponibles. On est en 2000 et c'est le début des startups. C'est vraiment le début. Et il vient me solliciter pour l'accompagner dans cette aventure. Et on se lance et on se retrouve avec Olivier d'Urban Act, Olivier Brandon. Et on lance ce truc avec Stéphane Ackerman. Donc c'est une aventure où on a une levée de fonds à l'époque de 200 000 francs et on croit qu'on va devenir les Bill Gates du hip-hop. On était en pleine bulle internet, Ouais. on était en pleine explosion du hip-hop. Pourquoi il a pensé à toi ? Parce que j'étais éducateur sportif, parce que je pense que j'étais structuré, puis ça le rassurait. Mais en réalité, il aurait pu penser à d'autres personnes. Et quand il m'a embarqué dans cette aventure, alors ça a été très court, parce que le site levée de fonds doit être janvier 2000. On a un déficit à la banque de 50 000 francs au mois de juin. Il faut redresser le truc. On fait déjà des vues. Et pour le coup, je me dis, il faut faire un couplage. Je reviens vers le papier, là où il aurait fallu rester sur le web. Ouais, le web, exactement. Ouais, mais après, d'une certaine manière, tu étais visionnaire, parce qu'à l'époque où on était, durant les grandes années de la presse payante, Oui. la presse spé, comme Oui. on disait, la presse culturelle qui marchait bien, toi, tu t'es dit, écoute, je vais lancer un gratuit. exactement. Pourquoi ? Quelle était ta vision à ce moment-là ? Parce que tu t'es dit, les fans de rap n'ont pas de cagasse, ils n'achètent pas les albums, ils n'achèteront pas un magazine. Non, je me disais pas ça en fait. C'était même, je ciblais même pas les gens du rap. Moi, je pensais vraiment culture de banlieue. Pour pas dire culture urbaine, parce que urbaine, hip-hop, c'est culture de banlieue. Et je me dis qu'un gratuit, ça va en couplage avec le site internet. Et c'est comme ça que je lance un gratuit. Il faut savoir que j'ai une V0 de Firestyle qui est hiphop.fr, le magazine. Et D'accord. c'est un Nicolas Trotto qui travaillait, avant que ce soit EMI Music, c'est Hostile, je crois, ou de Label. Donc un mec Et de la musique. voilà, qui me dit, bah écoute, putain, c'est dommage, vous faites un site, c'est stylé et tout, mais nous, on investit sur le papier. Je lui dis, ok, d'accord, je sors du rendez-vous. Une demi-heure après, j'ai un accord de principe pour diffuser un gratuit à la FNAC. Et c'est comme ça que ça démarre. Et vraiment, c'est incroyable. Mais au moment d'hiphop.fr, t'étais un mec du numérique, t'étais un geek ou pas ? Parce Non, que t'as un profil un peu geek avant l'heure. Ouais, mais je suis pas un geek, pas du tout. T'es Je pas suis un un geek. mec à l'ancienne. Je n'ai rien à voir avec le numérique. Je m'intéresse aux choses, mais non, je suis un curieux.
tout d'abord. Mais je suis pas du tout un geek. C'est parce que tu vois des lunettes où tu vas dire c'est un premier de la classe alors que j'ai Mais redoublé non, 48 parce fois. que Non, non. t'es un mec de Saint-Denis qui a un profil artistique, qui a un Ouais, profil je vois, c'est un décalé, peu le bobo. Non, mais je etc. vois, mi-bobo, mi-Kaira. Je vois ce que Il n'y tu avait veux pas dire, mais pas Bobo du tout. Mikaira, mais surtout, moi, je me souviens, parce que tu l'as raconté dans un de tes premiers livres, tu t'intéresses au dessin quand t'es plus Ouais, quand je jeune, suis tu petit, bah t'intéresses aux oui. comics, Ouais, ça c'était. à l'époque où c'était niche. Je sais pas, non, tous les mecs de banlieue kiffaient, hein. Ah Les bon? Iron Man et tout, ouais, parce que même si tu regardes le graffiti, par Ouais. exemple les 93 MC, je pense à Swen, son inspiration, si tu regardes sa touche, c'est années 80. C'est les dessinateurs des Marvel de cette époque. Si tu regardes bien, il y a une vraie influence. En réalité, et même quand je regarde avec les potes de ma génération, on kiffait les Marvel, c'est comme ça va être, c'est la même rêve que, c'est une rêve commune. Vraiment. D'accord. Peut-être toi, ta génération moins, parce que vous aviez une autre offre, mais nous, les Marvel, on était en plein dedans, quoi. Et le style aussi. Et je pense que même les Marvel, pour aller plus loin, ça a inspiré la culture hip-hop. T'as des danseurs qui portaient des noms justement en référence à ça. Donc c'était pas une niche, hein. Alors, en tout cas à cette époque. Après, ça s'est éteint. Ok. C'était la grosse culture populaire. Voilà, exactement. Et toi, à l'époque, il y a un truc qui structurait, qui te structure peut-être encore aujourd'hui, je sais pas, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, c'était la boxe. Ouais, la boxe, parce que la boxe, pareil, je pense que tous les mecs de ma génération, ils ont vu Paco dans Bloodsport, Kickboxer, les grands galas de l'âge d'or du Muay Thai. Quand je dis l'âge d'or, bon, ça tourne encore, mais c'est Dida Diafa, c'est Ramon Dekers. Donc, il y a aussi cette culture, mais cette culture qui est aussi. C'est pour ça que je te parlais de culture de banlieue. On a tous ces mêmes rêves, et puis la boxe, je crois qu'on a tous été piqués par les. Je sais pas, c'est des blockbusters, mais un peu les films un peu bourrins de Rocky, et ce que je t'ai donné comme autre référence. Et là, t'as appris quoi, la boxe? La boxe, la dureté, mais mon père était boxeur aussi, donc c'était la dureté. C'était la dureté dans le sens où tu essayes de te dépasser, tu as l'œil du tigre, bah, tu vas t'identifier à Clubber Lang, même Rocky peut-être aussi, il y a un truc de rage, et qui était peut-être une culture commune. Donc moi, la boxe, elle m'a, dans un premier temps, c'était un... Quand je dis un rêve, c'est que tu regardes des films, tu t'identifies. Après, j'étais éducateur sportif, donc c'est la transmission. Et c'est grâce à ça que je me suis structuré et que je bascule ensuite sur le site et le magazine. Ouais, mais de toute manière, moi, c'est ce qui m'a marqué en te rencontrant. C'était le côté, le mec hyper carré, hyper structuré, hyper posé. On sent les années d'éducateur de boxe. On les sent vraiment dès la première rencontre. Et on sent aussi autre chose. C'est ce que tu as mis ensuite au cœur de ton activité. Et c'est aussi l'objet de notre rencontre au départ. C'est que tu as mis au cœur la jeunesse. Ouais, c'est marrant. Tu tendais vachement la main aux jeunes. Moi, c'est ce qui m'a frappé parce que à l'époque, tu vois, tu étais curieux, tu as découvert mon blog, j'avais 17 piges. Tu aurais pu ne pas m'ouvrir la porte de ton bureau. Ouais, mais il y avait Bzit, il y avait plein de gens. En fait, il y avait je Bzit pense qui faisait un Skyblog à l'époque. Ouais, ça, c'est pour les anciens, c'était ouf. Ah, mais les gens d'aujourd'hui, les quadrelles le connaissent, t'inquiète pas, il y en a plein qui le. Mais non, je pense que tu sais, je pense à mon pote Kamel, quand on regarde nos parcours, c'est une mise à jour en fait, d'être avec des mecs plus jeunes que toi, ou la jeunesse, parce que ça peut être aussi des femmes. Bah, un public plus jeune, tu te mets à jour. T'es pas. Et j'ai l'impression que quand tu es avec des gens plus jeunes, ils sont moins aigris, ils ont ce truc d'espoir, de dynamique. Et toi, par exemple, tu es un mec, tu as vu, il y a des trucs qu'on a réussi, des trucs qu'on a ratés, et tu as toujours eu ce truc de faire des projets. Et ça, c'est aussi propre à la jeunesse. La jeunesse, elle va faire des projets. Et je pense qu'à un moment, à un certain âge, tu vas peut-être être moins enthousiaste. Donc ça, c'est propre aussi à la jeunesse. C'est cool, en fait. C'est ce truc de se relever comme un enfant qui va tomber, qui chute 2000 fois avant de savoir marcher. Donc dans les années 2000, il y a le hip-hop qui structure ta vie, il y a les médias, parce que tu as hiphop.fr, tu as le magazine 5 styles, et puis après, tu décides d'entamer une nouvelle vie, une vie d'écrivain. Oui. Moi, je t'ai rencontré à peu près à ce moment-là, 2009-2010. Donc, tu venais de publier ton premier livre, qui était un livre autobiographique qui s'appelait La petite cité dans la prairie. Et puis ensuite, 2011, il y a ce qui pour moi est une révolution. Parce qu'on était à une époque où il y avait des récits sur la banlieue. Mais toi, t'apportes un projet à la littérature qui est un projet 100% la rue. C'est Les Anges Chablis en Kaira. Je te dis, moi, c'est même pas le livre en tant que tel, parce qu'en réalité, quand tu regardes bien, c'est un polar assez classique qui s'inscrit dans la rue. Mais tu t'avais accompagné à la sortie de ce livre
d'une campagne de street marketing Ouais. qui rappelait le rap. Ouais, les albums de rap, ouais. Tu sais, c'est marrant. Je sais plus comment, avec qui je parlais et pourquoi je parlais de ça. C'était une chef d'établissement, voilà, qui a connu ce livre. Et quand elle m'en a parlé, tu sais, c'était comme si c'était un truc de ouf. Et c'est en l'écoutant, je me suis dit, ah ouais, en vrai, c'est un truc de ouf. Tu sais, je pense que comme toi, quand on fait des choses, on les jette. On passe à autre Bien chose. sûr. Et je me suis dit, ah ouais, en vrai, c'est un truc de ouf de faire de l'affichage, d'écrire ce livre et de faire tout ce truc autour. Ouais, ouais, Donc on je vois. va raconter ce que Oui, c'était concrètement. Il y avait des affiches de partout 93 à dans son les premier rues, polar, à son le premier roman noir. 93 à son Ouais, premier roman noir. ouais. Partout en Île-de-France, il y avait des pochons. Tu faisais Oui, des oui, pochons sur au le sol, ouais, sol, je me les souviens. anches habillées en Kaira. Ouais. Tu avais une camionnette Avec floquée, les anches habillées en Kaira. Tu tournais sur le périph'. Ça rendait ouf tout le monde. Mais mine de rien, ça a permis de toucher un public Ouais. qui ne lit pas Télérama, qui Mm. n'écoute pas France Inter, qui Non, ne regarde pas la grande librairie. non. Et tu leur as dit, voilà, j'ai un livre pour vous. Ouais, C'était l'idée? c'était l'idée. Mais tu sais, le plus drôle dans tout ça, c'est que ça a été au-delà des. Moi, je pense aux gens de Mantes-la-Jolie, des Mureaux, des gens de Saint-Denis. En fait, tu as plein de gens de banlieue qui sont identifiés à travers moi et à travers ce roman et à travers les personnages de ce roman. Et ça fait effet boule de neige parce qu'il y a d'autres gens aussi qui ont été ambassadeurs. Toi, tu l'avais fait parce que tu avais fait un sujet à l'époque, je me rappelle très bien, avec un mec qui lisait le livre et qui en parlait. Je sais pas si tu te souviens, c'était sur J'en ai des chiffres et des aucun lettres. Mais je me souvenir. souviens, j'ai même la vidéo, je peux te la retrouver. Tu avais fait un sujet. C'était un de tes premiers sujets vidéo. Ah bon? Ouais, où tu vois un Wow. mec et tu parles du livre et tu as fait un sujet. Alors, je pense que c'était pendant tes études de journalisme, mais Sans je peux doute, te retrouver ça. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est vraiment l'effet. Tu sais, le mec qui sort son disque de rap pour l'indé, mais c'est un livre et tu rencontres du monde. Et ce que je voulais dire, c'est que ça a été au-delà de ça. Parce que j'ai touché un public d'Inter, un public de France Culture avec ce Oui, polar. Ce qui est drôle, ça a vraiment touché tout le monde. mais parce que le street marketing a fait parler Ouais, du livre. ouais, Les médias complètement. se Ouais, sont intéressés aussi. au livre. Ouais, ouais. C'est un phénomène à Ouais, l'époque. ouais, c'est marrant. Moi, je me souviens, j'étais venu avec toi à la sortie donc ça Salon s'appelait le du Salon livre. du livre. Ouais, j'avais Tu te souviens? placardé pour des chiffres et des lettres, j'avais mis Et donc, tu des n'avais pas de boards. stand à l'intérieur du Salon du livre, mais tu venais vraiment comme un vendeur de marron chaud Ouais, devant grave, ouais, avec ta laisse tomber avec le camionnette. camion, j'ai mis sur le trottoir. Le fille qui me disait, vas-y, s'il te plaît, enlève ton truc de stationnement, enlève-le, retire-le ton camion du trottoir. J'avais bordé tout le truc, tout le monde voyait. J'ai rencontré grave des gens avec qui je suis encore en lien aujourd'hui. C'est un truc de fou. Mais moi, la Ouais. question que je me posais à cette époque, que je t'ai jamais posée, c'est au fond, parce qu'après, il y a eu des chiffres et des litres. Alors, des Ouais. chiffres et des litres, il faut aussi raconter. Il y avait un clip avec Mac Ah, Mac Taylor. Taylor, ouais, bête de Mac morceau. Taylor a fait un Ouais, morceau de il a ouf assuré, pour la franchement. sortie du Ouais. livre. T'avais eu une campagne de zinzin, un court-métrage, etc. Au fond, ce qui t'amusait, c'était le livre en tant que tel, l'objet et tout, ou tout le projet entrepreneurial qui accompagnait la Ouais, sortie du livre. franchement. Parce que j'avais l'impression que tu prenais limite plus de kiff à imaginer le marketing autour qu'à imaginer le livre en tant que tel. Ouais. Non, en fait, j'ai eu deux phases. J'ai la phase où j'écrivais avec les persos, je me suis éclaté. Ouais, Et je me rappelle, j'écoutais beaucoup de Mike Taylor quand j'écrivais ça se sent. ce livre. Ouais. Époque, Et- époque Le Général, Exactement, époque 2008, époque là d'où je viens. Mac Et Taylor, Dirty South. voilà, ça c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est de m'éclater, amener le truc partout. J'ai fait un tour de France, j'étais à Lyon, j'étais à Marseille, Port-de-Bouc. Et des fois, c'était marrant. Récemment, je suis parti en midi et dans le midi en Provence. Et je t'assure, je me souviens que j'avais Jérémy qui m'a beaucoup aidé dans le street marketing, qui me voyait m'endormir au resto. Mais je m'endormais à 8h30, j'étais au bout de ma vie. Donc ouais, non, c'était incroyable. Tu Quelle les as énergie. accompagnés, les livres. Ah ouais. Et à cette époque-là, on parlait de toi. T'es un mec du 93, de Saint-Denis, Mm. de Saint-Ouen. C'est vraiment tes attaches. Quoi. Mm. Tu y vis encore, d'ailleurs, je Oui, crois. oui, Vraiment, t'es avant qu'on basé se retrouve là-bas, là, ouais, je suis à Playel, je suis toujours là-bas. toujours là-bas. C'est vraiment tes attaches. Mais on te présentait comme l'auteur du 9-3. Ouais, si, ouais, Est-ce que ouais. c'est un truc qui t'a agacé à l'époque? Non, non, j'ai pas. Après, tu sais, les gens peuvent dire que je suis lisse parce que moi, je suis pas un mec qui me prend la tête. On m'a appelé le Victor Hugo du ghetto, le romancier du 93. Je l'assume. En même temps, tu sais, ça serait schizophrène de dire tu fais un affichage de 93 à son premier roman noir et derrière, tu vas dire ouais, je suis pas un mec du 93. Ça m'a jamais dérangé.
C'est qu'on me colle cette Parce que tu étiquette. vois, il y a des auteurs qui parlent de quartier Oui, qui ont été dérangés par cette étiquette en ouais. disant ceux qui racontent la France paysanne, ceux qui racontent la France Mmh. des villes, on dit pas le Ouais, romancier du ouais, 6e arrondissement de Paris. ouais, ouais. Non, ça m'a jamais dérangé et d'ailleurs, tu vois, cette étiquette, j'ai même pas eu besoin de la retirer. Elle s'est déchirée ou abîmée ou détériorée avec le temps. À s'est retirée toute seule parce Ouais, qu'aujourd'hui, tu es vraiment le monsieur dicté, le ouais, Bernard Pivot. ouais. Alors à un moment donné, on t'appelait le Bernard Pivot du ghetto. Ouais, mais tu vois, c'était, époque avec Abdelaboudour, Dictée des cités Ouais, et c'était c'est la clair, première Dictée des phase quand cités, tu as lancé c'était la la dictée des cités. continuité de tous ces livres avec, des pastiches, ou en tout cas, des détournements, des samples de la pardon, tu vois, liés très urbains. Mais après la Dictée des cités et j'ai pas eu besoin de dire aux gens, «Non, m'appelez pas Victor, pas le Victor Hugo du ghetto, mais Le le Bernard Bernard Pivot. Pivot du ghetto ou des cités». Les gens ont cessé de le dire naturellement. Parce qu'au départ, tu le disais, Pardon. tu as lancé un projet de dictée au milieu des cités avec Abdelaboudour, qui Ouais, est un exactement. militant associatif, Oui, qui est toujours un militant associatif d'Argenteuil d'ailleurs. Ensuite, chacun a pris au bout de son 4 chemin. ans, Au bout de chacun fait 4 sa ans, dictée. toi, tu as eu envie de faire des dictées beaucoup plus événementielles, entre guillemets, Exactement. et qui touchent beaucoup plus de monde. Tu Ouais. voulais pas cantonner ces dictées aux Non, je voulais pas cités, l'arrêter au exactement. Je quartier, voulais aller plus loin, mais en tu voulais restant aller plus loin. authentique. Attention, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, moi, je travaille en détention. Le dernier, j'étais à la prison du Pontet et tu vois, je veux pas changer d'environnement, c'est pas un problème. Je parle à tous les publics. Mais effectivement, de se dire que la langue française, on l'enferme entre les tours, c'est assez limite. Et pourquoi la dictée? Dictée, il faut savoir que mon père, c'est pas du storytelling ce que je vais te dire. Mon père était chauffeur de calèche. Il était viré à l'école à l'âge de 12 ans, parce que c'était un teigneux. Et quand il était chauffeur de calèche, il était en compétition avec des jumeaux avec qui il a grandi, qui eux ont continué à aller à l'école. Alors il faut savoir que les calèches à Marrakech, c'est un héritage, c'est de père en fils. Et ces deux frères étaient ces deux personnes que je te Oui. cite, les jumeaux, C'est concurrent. ses concurrents. Et pour quelle raison eux se démarquaient, c'est qu'ils parlaient très bien la langue française. Et mon père, il maîtrisait pas la langue française, donc il se faisait choper ses clients. Quand il est arrivé dans les années 70, sa première obsession, c'était d'apprendre la langue française. Et quand moi j'étais petit, j'étais en CE1, CE2, je faisais des dictées à mon père. Le samedi après-midi, quand les autres regardaient Hulk ou les frères Bogdanov, moi j'étais obligé de faire une dictée à mon père. Je détestais ça. Et j'ai ces souvenirs. Hein. Et donc ça, j'ai commencé par ça, mais je l'ai occulté. Et c'est un jour, mon père, qui m'a dit, c'est grâce à moi que tu fais des dictées. Comme ça, je me suis dit, mais tu vois, je le taquin. Je lui dis, mais papa, qu'est-ce que tu racontes? C'est grave. Il me dit, tu te souviens pas le samedi après-midi? Donc déjà, il y a eu cette graine. Et ensuite, quand j'ai fait les dictées, tu sais, on l'a fait naturellement, la première dictée à Argenteuil. Abdella me dit, ouais, j'aimerais bien faire un événement, tu peux m'accompagner, vas-y, ok. Et après, on a fait Saint-Denis. Ben, je sais pas, lire la dictée, prendre le temps, etc., c'était assez naturel. Et c'était ce truc. Donc la dictée, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, en tout cas cet outil. Et aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise parce que je réussis à le détourner. Enfin, je fais tout un truc autour. Il faudrait que tu viennes Mais un de ces quatre à la- une dictée, tu serais surpris. Hein. La dictée, ça symbolise l'école. Tu as eu une relation compliquée avec l'école. Tu l'as Oui, mais raconté dans ton premier livre. la- C'est quoi? ma relation compliquée avec l'école, c'était mon contexte familial. Oui. En fait, j'ai eu un placement d'AS à l'âge de 10 ans. Après, quand je reviens, je suis pas à l'aise avec ce qui s'est passé. Et puis après, je suis mal orienté. En fait, je veux être à l'époque scénariste. On me dit que je peux pas être scénariste. Et à partir de là, quand on te dit que ce que tu veux faire, ce n'est pas possible, bah, tu vas à l'école pour l'école. Et après, tu es en décrochage. Et quand je dis décrochage, c'est pas être perturbateur, un élément perturbateur. C'est juste que tu vas à l'école et tu es ailleurs. Comme aujourd'hui, je peux voir des jeunes qui vont décrocher, aller essayer plusieurs choses et finir dans un parcours de remobilisation. Donc c'est ce qui se passe. Et ce qui est drôle, c'est que Donc c'est l'histoire classique de l'orientation foireuse qui peut briser des parcours. alors c'est pas que l'orientation foireuse, c'est qu'aussi chez moi ça n'allait pas. Mm. Ensuite à l'orientation, et il faut savoir que quand j'ai sorti Les Anges Sabiens Caïra, j'ai rencontré les responsables, les enseignantes documentalistes du 93, qui voulaient absolument me rencontrer. Et je me souviendrai toujours qu'il y a une des enseignantes qui m'a dit, quand on voit quelqu'un comme vous, on se dit qu'on a loupé notre mission. Vous êtes passé, on vous a pas détecté.
parce que je lui ai raconté un peu l'orientation. Mm. Donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le contexte familial, il y a les enseignants qui, à l'époque, ne captent pas, mais en parallèle, j'ai retrouvé, enfin, c'est elle qui m'a plutôt retrouvé, une enseignante que j'ai eue en BEP il y a 31 ans. Mhm. C'est quand je suis parti en Guyane, elle est enseignante maintenant en Guyane. Elle était à Astin quand on était en BEP. Et vraiment, on était tous orientés là-bas. C'était une classe, vraiment, on était agités, on déconnait, parce que c'était l'école c'était l'école de la dernière chance. Et elle m'a dit que j'étais quand même différent et que je décevais parce que j'avais un côté nonchalant, un peu, je pouvais faire mieux, je faisais rien. Donc je pense qu'il y avait un décrochage, un peu un truc de condescendant avec l'école, je pense. Maintenant, parce que souvent j'ai expliqué que j'avais été un cancre et tout, mais quand je te dis un cancre, c'est que je me suis reposé aussi sur mes facilités, comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup. Ouais. On en connaît d'ailleurs. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille stable pour qui l'école c'est important, etc. Et encore, j'étais pas le meilleur, loin Mm. de là, pas le meilleur élève. Mais je me souviens, on en a croisé Mm. des talents, des artistes, Ouais. des profils qui pensent pas pareil Mm. et qui se perdent dans des orientations qu'ils ne choisissent pas. Exactement. Et après, c'est difficile de retomber sur tes pattes. Mais toi, tu as réussi justement à retomber sur tes pattes. Aujourd'hui, tu es scénariste. Ouais, je suis même plus, enfin, je suis même pas scénariste parce que, Ah, t'as écrit ouais, une série, t'as écrit un film. ouais, mais c'est précaire et d'être passé par là, j'ai compris que ce n'est finalement pas ce que je voulais faire. Tout à l'heure, quand tu as parlé de cette nouvelle vie après le magazine, ce qui est important, il faut savoir que quand j'ai été vers le roman policier, c'est parce que je voulais être scénariste. Ouais. Et finalement, avec Anne Landois qui m'a fait travailler sur la série 66.5, avec le projet GT Max, donc qui pour moi n'est pas représentatif de ce que je pouvais faire, mais sur lequel j'ai été ravi Non, de c'est ce que j'allais travailler. te demander. Voilà. Moi, sincèrement, j'attends la série ou le film Rachid Santaki depuis longtemps. Après, quoi. moi, j'ai arrêté. Je suis dicté maintenant. Je suis Toi, t'es vraiment dicté. dicté à fond. J'ai juste un dernier projet de livre pour rendre hommage à mon père sur la calèche. Mais Un livre je que tu as pense envie de faire depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps, ça fait 10 ans. Il me reste 10 chapitres à finir. Et je bosse dessus. Et ça, j'y tiens. Je trouve que ça, c'est une vraie consécration si j'arrive au bout de ce projet. Mais sur le reste, non, aujourd'hui, j'organise des dictées, je fais de l'événementiel. Ça me plaît. Et c'est aussi un vrai challenge parce qu'à chaque fois, il faut développer le projet, il faut le pérenniser. Et tout ce qui est... tout ces... je me posais la question il n'y a pas très longtemps, mais je me dis, putain, c'est quand même kiffant parce que j'ai réussi. Je voulais au moins participer à un projet, le voir à l'écran. Je l'ai fait, j'ai publié je ne sais pas combien de livres, je fais un magazine. Je crois que la plupart des choses que j'ai rêvé de faire, bah, ces rêves, je les ai atteints. Après, je suis passé à autre chose. Mais tu vois, je me dis, je me sens accompli, en fait, finalement. Je me sens accompli parce que je me dis, ah, j'ai fait ça. Quand je regarde je sais pas, palmarès ou en tout cas le CV, ouais, je suis satisfait. Mais aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est que j'organise des dictées. J'aime ce que je fais et ça me suffit largement. Et est-ce que ça te plaît aussi parce qu'il y a le rapport à la jeunesse dont on parlait au début, qui est quand même le fil rouge de ta carrière. C'est cette vitalité-là, c'est les échanges avec les jeunes, etc. Je t'ai croisé la dernière fois, tu étais encore avec un jeune gars, un padawan. Je me suis dit, ah tiens, il se passe un truc encore une fois. Non, mais ça fait un moment qu'on se connaît avec Khalid, mais justement, j'étais son mentor à la Cité du Cinéma. C'est marrant que tu dis ça. Bah, je sais bien, je te connais. T'as toujours des jeunes autour de toi. C'est bon, voilà quoi. Ouais, le Jedi. Non, tu sais, la dernière fois, je suis parti à La Ciotat et on m'a envoyé au moins une quarantaine de personnes, des personnes âgées, et je me suis retrouvé à chambre avec eux comme je chambre avec les jeunes, tu vois. Je leur demandais leur prénom, un mot, et ça chambrait. En fait, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que je les faisais rigoler comme si tu sais, ils n'avaient pas leur âge. Après, forcément, tu n'as pas les réflexes. Donc non, la dictée, ça touche tous les publics. Après, il y a un truc de transmission. C'est vrai que peut-être il y a ce côté rassurer les gens, s'amuser autour de l'écriture. Donc même en termes de public, c'est assez large. C'est pas que des jeunes. T'as fait 1000 trucs dans ta vie, qu'est-ce que t'aimerais qu'on retienne de toi? Oh là là, purée. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi? Purée.
Moi, je Parce que pense... tu vois, je pense que si on parle de toi à plein de gens, Ils savent pas, ils savent ouais, pas forcément en ce que je fait, fais. chacun aura un truc Ah, différent. oui, je vois Moi, ce que par tu veux dire. exemple, le truc qui m'a marqué, la claque, c'est les anges. Ouais. Mais pour d'autres, ça va être différent. La Tu dictée, vois, je sais qu'il y en a qui ouais. pensent que ta carrière littéraire commence à déchiffrer des litres. Ouais. Il y en a qui retiennent la dictée. Il y en a qui retiennent 5 styles parce que pour le coup, Oui, c'était oui, un oui. magazine aussi générationnel qui a marqué toute une complètement. partie de la population. Complètement. Parce qu'on on l'a pas dit, mais 5 styles, c'était un magazine que tu éditais gratuitement, que tu distribuais dans les courriers et les Fnac, et qui était tiré à des milliers et des milliers, 50 000 d'exemplaires. Moi, 50 000 exemplaires, c'était énorme. C'était, je me rappelle on passait par un routeur et tout, un dispatcher. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? J'ai pas le souhait qu'on se dise ci ou ça. Moi, j'aime ce que je fais et puis après, c'est aux gens de s'approprier ce qui leur plaît. Après, je pense qu'aujourd'hui, c'est largement la dictée qu'on retient. Puis tu as des gens qui vont dire mais lui, je l'ai connu, il écrivait des livres ou il faisait un magazine. Donc, c'est la dictée qui domine. Et moi, j'ai pas de souhait. Et la dictée, justement, tu penses qu'elle dit quoi de notre rapport à la langue aujourd'hui, en 2025 ? Est-ce que, par exemple, tu vois le nombre de gens, des conservateurs, des réactionnaires qui disent la jeunesse ne sait plus écrire, on ne sait plus écrire aujourd'hui, on ne sait plus parler, la langue française se perd, etc. Toi, t'en dis quoi ? Toi qui vois les copies à longueur de temps ? Déjà, j'ai vraiment différents publics. Et je pense qu'effectivement, on a un vrai déficit dans le rapport à l'écrit. C'est une réalité. Parce qu'on écrit autrement. En fait, le narratif ne s'écrit plus. Le narratif, il se filme. Le narratif, il se parle. Et forcément, quand tu dois te poser, te concentrer, orthographier des mots, ça peut être difficile si tu n'as pas les fondamentaux. Et les fondamentaux, je pense que c'est dès la primaire. Et je pense qu'en fonction des territoires, tu as de vraies inégalités sur ces fondamentaux. Je vois des enfants qui arrivent en CM2, qui passent même en 6e, qui ne maîtrisent pas l'écriture et la lecture. Et ça, c'est un véritable handicap. Parce que l'écriture et la lecture, ce sont des leviers d'émancipation. Je pense que toi, c'est ce qui t'a permis d'avoir cette mobilité. C'est pas un... Totalement. Et c'est même dramatique parce que c'est peut-être le seul point commun entre tous les Français, c'est la langue aujourd'hui. La maîtrise de la lecture. Si on perd la langue aujourd'hui, c'est compliqué. Et en plus, on est... Parce que moi, je me suis demandé si c'était pas ça aussi qui t'intéressait à travers la dictée, si c'était pas le côté élément fédérateur de l'identité française. Là, on oublie que tu sois jeune, noir, vieux, handicapé, peu importe. Il y a la langue, il y a une copie, il y a des gens qui écrivent au final. Quoi. Oui, c'est ce qui rassemble. Mais en réalité, parce que toi, tu vas analyser, tu vas aller en profondeur dans ta réflexion. Aujourd'hui, moi, la dictée, c'est quelque chose que je fais naturellement, ça rassemble tout le monde. Et en même temps, tu as Rachid qui fait la dictée. Et c'est cool. Donc, je trouve qu'il y a un côté, ça rassemble les gens, tu t'éclates. Et les gens, en fait, ne te voient même pas comme un étranger. On te voit comme monsieur dicté et tu nous rassembles autour de la langue française. Et tu as des gens qui viennent, quelle que soit leur origine, qui s'amusent, etc. Et là où je pense qu'il y a un vrai travail, on peut faire changer les choses si on travaille sur ces inégalités, la maîtrise des fondamentaux. Et ça, c'est l'enjeu de demain. Parce qu'on va avoir on a toujours parlé de la misère sociale. Le marqueur social, c'est ton milieu social. Parce que tu peux être, quelle que soit ton origine, si tu as les moyens, tu es accepté partout. C'est une réalité. Bien sûr. Qu'on le veuille ou non. Bien Parce sûr. que tu prends un footballeur qui a réussi, Kylian Mbappé, on va pas dire il vient du 93 et il est noir. On s'en fout en fait. Et rebeu en plus. On sait Kylian Mbappé. Ouais. Et ça, c'est aussi le milieu social. C'est une personnalité publique. Mais aujourd'hui, tu prends un Kylian Mbappé, le même profil, et tu le mets pauvre et avec aucun talent, là, tu verras que ce sera pas le marqueur sera différent. Donc, je pense que l'émancipation et les inégalités, on peut les estomper avec ce côté excellence. Mais quand je te dis excellence, celui qui va savoir parler, écrire, va sortir du lot et surtout avoir une mobilité, s'émanciper socialement. Et c'est super important, sans oublier d'où tu viens. Après, c'est mon point de vue. Si tu devais retenir un seul mot de la langue française, et je terminerai là-dessus, ce serait lequel ? Je sais pas, j'hésite. Je pense à, tu sais, quand tu avais écrit Le Corbeau et le Crevard. Je te dirais wesh. Il était fort celui-là. C'est vrai on s'amusait à détourner des fables façon Kaira. Je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps celui-là. Les gens ils ont kiffé. Donc toi, ce serait wesh. Ouais, wesh. Merci Rachid Je t'en Santaki. prie, merci à toi. Merci à Douane, merci infiniment. Vous venez d'écouter un vrai
Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis on se retrouve sur Instagram et sur TikTok, vrai.redouane. À très vite.